Comme vient de dire Michou Kérékéré, j'ai 26 ans de métier. Dans les 26 ans, il y a 19 ans de métier sur le plan international, radio comme télévision. J'ai eu l'avantage ou le désavantage de travailler aussi bien sous le parti État et sous l'actuel régime. Mais les déboires, je ne les ai pas connus seulement avec l'avènement de Kabila. Déjà à l'époque de Mobutu, j'ai connu une histoire. J'ai connu une histoire avec l'armée, avec la police. Cela ne dépendait pas de moi directement, mais c'était une situation dans le pays. C'était quoi? Le deuxième pillage, c'était en 93. Le deuxième pillage, ce jour-là, j'étais programmée pour présenter le journal télévisé. Et vers 14 heures, ça commençait à crépiter au niveau du marché central parce que les militaires qui venaient d'être payés avec les nouveaux billets de nouveaux Zaïre, ces billets étaient en fait rejetés, refusés au marché. Et les militaires fâchés ont commencé à manifester. Et moi j'étais à la rédaction sans savoir ce qui se passait. Je devais sortir pour aller au salon de coiffure et revenir pour le journal télévisé. Donc, en sortant, je suis allée au salon. Mais après avoir été coiffée, donc c'était impossible de retourner à la rédaction parce que toutes les rues étaient envahies par des militaires. Donc, j'ai dû marcher disons, vers où se trouve l'UFASIC, jusqu'à la RTNC. Et c'était quand je suis entrée à la RTNC, je ne suis plus ressortie 3 jours après. Donc j'ai été bloquée avec un confrère, Kassanga Lambengu, que vous connaissez, un vieux confrère. Nous avons été bloqués pendant 3 jours, impossible de sortir. Et c'est nous qui avions fait le journal le matin, le soir, la midi, le soir. Pendant 3 jours, sans changer d'habit, sans se laver. On était là, donc la ville était envahie par des militaires. Et 3 jours après, sur ordre de je ne sais pas qui, j'ai vu des militaires arriver. Ils m'ont pris et m'ont amené chez moi à la maison. Ça, c'était le premier contact. Donc j'étais dans le métier, je n'avais pas pris la mesure de la situation parce qu'en fait je me disais, bon, je ne suis pour rien. C'est une situation qui est arrivée dans le pays et bon, j'étais bloquée, mais bon, j'ai eu la vie sauve. Mais après le départ de Mobutu, à l'avènement de l'AFDEL, ils sont arrivés le 17 mai. Au mois de juillet, un matin, je me rends au service. Je trouve devant l'entrée du bâtiment de la télévision nationale le directeur des informations qui me dit que je ne peux pas je ne peux pas prendre part au conseil de rédaction, donc il faudrait que j'attende que le PDG me donne les raisons. Et ces raisons, je les ai attendues 3 mois. 3 mois après, on me reconvoque pour me dire que non, en fait, comme je suis issu de la province de l'Équateur, donc je suis espion, je torpille l'action de l'AFDEL, j'étais en contact avec Mobutu pour lui donner des informations sur Kabila, tout ça. J'étais tombée des nues parce que ce Mobutu-là, je ne l'ai jamais rencontré, je ne le connais pas. C'était le président de la République. Quand je suis née, il était déjà là. Et j'ai travaillé sans voir cet homme-là. Bon, j'ai travaillé dans un système. La RTNC, vous connaissez comment ça marche. Je n'ai jamais rencontré ces messieurs-là. On me dit que j'étais parmi les espions du régime. Donc j'ai dû passer 9 mois de chômage. Jusqu'au jour où on m'a rappelé pour me dire que voilà, tu peux regagner le service. Je leur ai dit non. Si je suis partie à l'école, je finirai par trouver un emploi. Donc je ne rentrerai pas parce que je ne me retrouve pas dans les chefs d'accusation. Et puis vous me rappelez sans vous excuser, je ne peux pas accepter ça. Donc j'ai claqué la porte. C'est à cet instant, c'est à ce moment-là que Africa de Moi 1 va me contacter. Quand ils ont appris que je suis partie, ils m'ont contacté, j'ai commencé à travailler pour Africa de Moi 1. Et quand j'ai commencé à travailler pour Africa de Moi 1, un jour, je fais une lettre à la police, à l'inspection générale de la police, c'est le général Kifwa qui était là, pour demander une interview. Je fais une lettre et j'annexe une copie de questions, un questionnaire, pour demander une interview. Et j'attends la réponse qui n'arrive pas. Et puis un jour, je vois un monsieur qui connaissait mon mari, qui est venu me voir pour lui dire, bon,
il faut dire à madame de ne pas paniquer, si elle doit venir demain, ça va bien se passer, je vais arranger ça. Et puis le lendemain, c'était un samedi, je crois, non, c'était un vendredi, je me rends à la police. Je pensais que c'était pour recevoir en fait la réponse à la lettre que j'avais introduite. Quand j'arrive là-bas, je commence à passer de bureau à bureau. C'était quoi? On me verbalisait. C'est vous qui avez fait la lettre? Oui. Et pourquoi vous avez posé telle question? J'explique pourquoi j'ai posé telle question. Pourquoi telle autre question? Et pourquoi vous avez utilisé ce mot-là? Qu'est-ce que vous avez derrière la tête quand vous dites ça? Et c'était ça de bureau à bureau. Et puis finalement, on informe le monsieur pour lui dire, l'inspecteur général de la police, pour lui dire que voilà, en fait, on n'a rien trouvé de louche, il n'y a rien de méchant dans ces cas. Non, il faut continuer à verbaliser, elle connaît quelque chose, regardez les questions qu'elle a posées, si qu'elle veut chercher à savoir quelque chose, tout ça. Et j'ai passé la nuit au Circo. Vous connaissez le Circo? J'ai passé la nuit là-bas. Alors, quand j'ai vu que ça commençait à dégénérer, j'ai fait une note à mon mari pour lui dire, voilà, j'ai l'impression que on va me garder ici. Si on me garde, appelez la rédaction, il faut appeler African Morin, appeler Kibambi, qui était correspondant de RFI à l'époque. Dites-lui que voilà, j'ai un problème avec la police. Je lui explique, j'avais écrit une lettre, j'ai un questionnaire et on me retient pour ça. Et j'ai eu la vie sauve parce que le lendemain, lorsque vers 23h au minuit, on a appelé mon mari pour lui demander si j'étais relâché, il a dit non. Alors RFI et African Morin ont commencé à faire du bruit à partir de 4h du matin. Et Laurent Désiré Kabila a dû entendre cela et il s'est renseigné. Il a vu que ce n'était pas une histoire à faire changer le régime et on m'a libéré vers midi. Alors ça, c'était une histoire où j'ai demandé une interview avec un questionnaire comme vous avez appris à l'école. On nous demande parfois de donner un questionnaire, même si tu as des questions que tu caches, mais tu donnes un questionnaire pour que la personne sache au moins le contour de l'interview. Alors, après ça, j'ai connu d'autres situations. C'est quoi? C'est des obstructions dans le travail. Hein? La police, l'armée et même les agents de services de gardiennage. Ils vous empêchent de faire des images, de tourner dans la ville. Très difficile. Des brèves interpellations parce que vous êtes en train de faire des images sur le boulevard. Un policier ou un militaire s'amène. Qui êtes-vous? Vous montrez votre carte, ça ne passe pas et vous allez dans le bureau de police et vous passez la journée. Les agents de gardiennage, parce que vous êtes sur une rue où il y a un monsieur au gradé qui est là. Parfois, il n'est même pas gradé dans le système politique. Hein. Parfois, c'est un monsieur qui travaille chez Vodacom ou bien chez RTL. C'est le directeur, je ne sais pas de quoi. Il a un service de gardiennage, comme on a vu devant le RCM aujourd'hui. Mais ce gardien-là, il croit qu'il peut vous ravir une caméra, vous interdit de tourner, de filmer. Mais je me dis, bon, dans quel pays on est? Donc, c'est des journées, des palabres, et votre programme est foutu parce que, bon, on vous a ravi la caméra, on vous a interdit de partir, vous ne pouvez pas faire votre reportage parce que vous devez discuter, attendre que le chef arrive pour que lui comprenne que vous êtes en train de faire votre travail, que vous en avez droit. Donc, il y a eu des situations pareilles. Un jour, à l'époque où Jean-Pierre Bemba était encore à Kinshasa, dans la bataille politique qu'il y avait entre les deux partis, les gens qui étaient dans le camp de Bemba et ceux qui étaient dans le camp de Kabila, nous nous sommes retrouvés devant une situation. Nous étions en train de filmer le jour où on a mis le feu à l'église du pasteur Ngoy, Théodore Ngoy. Ce jour-là, c'était à côté de la maison où habite John Numbi, l'ancien commissaire de la police, et nous étions en train de filmer cette église qui prenait feu. Les gardes qui étaient commis à sa protection sont arrivés, ils nous ont ravi la caméra. Et lorsque nous avons essayé de résister, ils ont cassé la caméra. Ils l'ont jetée par terre, elle était complètement cassée. Après avoir cassé la caméra, ils ont pris le caméraman, ils l'ont emmené dans leur parcelle, ils ont un cachot là-bas, ils ont mis là-bas. Donc il fallait commencer maintenant
faire des démarches, à les supplier, tout ça. Après des heures et des heures, vers le soir, le caméraman a été relâché. Et puis finalement, on nous a rendu la caméra qui ne fonctionnait plus. Elle était complètement bousillée, donc on a perdu du matériel. C'est des situations comme ça. Et malheureusement, bon, dans cette ambiance de 2006, où il y avait une ambiance un peu comme une ambiance de guerre, une ambiance délétère comme ça, c'était difficile d'aller se plaindre que chez qui que ce soit. Donc cette caméra a été perdue comme ça. À part ça, nous avons connu des situations, nous avons été l'objet de plusieurs interpellations, même à l'intérieur du pays. Actuellement, je ne sais pas si pour vous ça se passe bien, mais pour nous, c'est très difficile d'aller faire un tournage à l'intérieur du pays. Malgré toutes les autorisations que nous détenons, malgré toutes les cartes de presse que nous détenons, lorsque nous arrivons à l'intérieur du pays, puisqu'on ne peut pas se mettre à filmer comme ça, il faut se rendre auprès des autorités. Lorsqu'on se rend au gouvernorat, même le gouverneur ne peut même pas vous sécuriser, il vous envoie à l'ANER. Quand on arrive à l'ANER, on voit un monsieur qu'on appelle Redoc, c'est lui qui décide si vous devez filmer ou pas. Et ce Redoc-là, lorsqu'il voit que c'est une chaîne internationale, je ne sais pas comment ça se passe avec les chaînes nationales, ça devient compliqué. Il vous demande un tas de trucs. On appelle même le cabinet de Méndé, le directeur de cabinet fait un témoignage pour dire que non, on est connu du pays, on peut travailler, on travaille légalement, mais ça ne tient pas, c'est lui qui décide. Vous ne tournez pas ou vous tournez. Et dans la plupart des cas, c'est un refus. Donc on fait des voyages, on revient sans avoir fait notre travail, sans avoir accompli notre travail, sans avoir filmé même une seule image. C'est des situations très très compliquées. Je ne sais pas comment cette situation pourrait un jour se décanter. Peut-être que l'UNPC ou le GED, je ne sais pas, ils pourront nous aider. Mais c'est très 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 compliqué. Donc c'est des cas comme ça qu'on a vécu à longueur au fil des ans, au fil des années. Nous avons aussi été témoins des événements. Bon, la violence ne vient pas seulement des hommes en uniforme, mais ça peut venir aussi des manifestants. Par exemple, les événements du 19, 20, 21, 2015, nous étions en train de couvrir ce qui se passait dans la ville lorsqu'il y a eu manifestation pour empêcher, je crois, la loi sur le référendum, quelque chose comme ça, de recensement. Nous sommes arrivés au niveau de Salongo Sud, Bimsoum. Il y avait affrontement terrible entre la police et les manifestants. Heureusement pour nous, le général Raus était là, donc je suis allée le voir pour lui demander la permission de filmer. Il nous a autorisé. Alors comme il nous a autorisé, donc l'armée, la police, pas de problème, on a fait le travail qu'on devait faire. Mais après, lui, il est parti. Après nous avoir autorisé, il est parti. Les affrontements étaient tellement intenses que la police a commencé à reculer. Et quand la police a reculé, il est parti, il nous a laissés avec des manifestants. Comment sortir de là? C'était un problème. C'était un problème. Nous avons dû cacher nos matériels. On s'est caché dans une station-service qui est là. Nous étions là à regarder comment sortir de ce bourbier-là. Les manifestants en furie. Et puis, heureusement pour nous, un des manifestants a remarqué un magasin qui appartenait à un Chinois. Ils ont commencé à casser le magasin. Et quand le magasin a été cassé, les portes ouvertes, et tous les manifestants sont allés vers le magasin pour piller. C'est à ce moment-là que nous avons pu nous dégager. Mais quand ils ont remarqué que nous sommes partis, c'était des jets de pierre. Nous avons essuyé des jets de pierre. Notre voiture était complètement caillassée. Voilà, c'est comme ça qu'on s'en est sorti. Donc, pour vous dire que le travail que nous faisons, le danger, ce n'est pas seulement les forces de l'ordre. Les dangers, c'est aussi parfois les manifestants, les combattants de l'UDPS et consorts. C'est des gens qui parfois ne comprennent pas très bien ce que nous faisons ou ils vous catégorisent parce que, ils auraient entendu à la télévision, à la radio, quelque chose contre leur leader et directement vous êtes catégorisé, on ne peut pas vous voir. Et quand vous vous présentez ou qu'on remarque que c'est un média qu'eux n'aiment pas, vous êtes à leur merci. Donc, avec les manifestants, parfois ça se calme parce qu'ils obéissent quand même à leur leader, ils obéissent quand même à leur... ils ont des meneurs parmi eux qui interviennent. Parfois pour vous défendre.
Alors, à part ça, qu'est-ce que j'ai pu épingler encore? Bon, c'est ce qui s'est passé à Makala, vous avez appris. Donc ça, c'est vraiment un cas typique d'intolérance ou une bavure pour moi. Parce que ce qui s'est passé ce matin-là, vers 11h30, on arrive à la prison. Alors, connaissant connaissant un peu le comportement des forces de l'ordre face à la caméra, j'ai demandé à notre caméraman de rester dans notre voiture, j'étais dans le véhicule. Je suis descendue avec Blaise Bassomboli, le journaliste qui m'accompagnait. Nous étions garés de l'autre côté de la prison. Nous sommes descendus pour aller voir les forces de l'ordre qui étaient là, la police qui était là, pour demander à rencontrer un responsable. Et on nous dit que le responsable n'était pas là. Nous avons demandé l'autorisation de faire des images de l'extérieur. On nous a refusé ça. Et nous sommes revenus dans notre véhicule. Alors, lorsque nous sommes venus dans notre véhicule, notre caméraman a pris la caméra. Il était à l'intérieur du véhicule pour faire quelques images des environs de la prison. Et pendant ce temps, moi, j'ai démarré la voiture. Au moment de m'engager, j'ai entendu un bruit des gens qui se sont engouffrés dans la voiture. Donc, il y avait des militaires en tenue civile. Un homme en short. Il était en short, en blue jean short, en t-shirt et avec des babouches. Moi, j'ai cru que c'était un voleur. J'ai cru que c'était un malfrat qui voulait nous ravir la caméra parce que lorsqu'il est entré dans la voiture, il s'est dirigé directement vers le caméraman et a saisi la caméra. Il voulait prendre la caméra et le caméraman, heureusement pour nous, était un peu plus fort que lui. Il a résisté. Et quand il a résisté, entre-temps, la voiture s'était lancée. Nous avons fait quelques mètres de parcours, la voiture ouverte, et lui, il est à l'intérieur en train de crier parce que je crois qu'il paniquait, il pensait qu'on l'amenait quelque part. Finalement, on s'arrête. Lorsqu'on s'arrête, il voit deux pick-up de la police qui arrivaient. Il fait appel à eux. Ces deux pick-up, plein de policiers, je crois il y avait 16. Il y avait 8, je crois. Si pas 8, 10. Le téléphone, tout ça, c'était parti. On nous amène à la Lénie, c'est l'expire. Lorsqu'on arrive là-bas, je crois qu'ils avaient déjà appelé pour dire que nous amenons des espions. Lorsqu'ils arrivent, nous trouvons quelques responsables que je ne connais pas, je ne les ai pas identifiés jusqu'à aujourd'hui. Ils étaient là devant en train d'attendre. Lorsqu'on nous amène, on nous voit descendre avec la caméra parce qu'on a pu quand même sauver la caméra. Heureusement pour nous, le caméraman a été brave. Ce garçon il a reçu un coup de crosse de fusil au niveau du front. Il était complètement gonflé parce qu'il ne voulait pas lâcher la caméra et ça n'a pas été cassé, heureusement pour nous. Finalement, on m'a remis la caméra, c'est moi qui l'avais. Lorsqu'on nous voit descendre avec la caméra, on leur demande, mais c'est eux que vous amenez, des journalistes, mais ils ne sont pas dangereux. Alors ils étaient tout confus. Et le monsieur nous demande de partir. Je lui dis non, on ne peut pas partir comme ça. On ne peut pas partir. Nous n'avons pas notre véhicule, nous avions un véhicule avec des matériels dedans. Notre véhicule, on ne voit pas. Et vous voyez dans quel état on se trouve. On ne peut pas partir comme ça. Vous demandez de partir comme si de rien n'était. Finalement, le véhicule arrive. Il nous dit non, il faut partir, tout ça. Il commence à nous menacer. Si vous ne partez pas, il y aura ça, ceci, cela. Finalement, un s'approche de nous pour nous dire voilà, vous savez, pour vos matériels, il faut aller voir le général Kanyama parce que ce sont ces gens qui étaient sur terrain. Ce sont ces gens-là qui ont pu voler dans votre véhicule. Sur le champ, nous sommes allés voir le général Kanyama. On nous a reçus là-bas, pas lui-même, mais quelqu'un qui nous a reçus. Puis il nous a dit non. Ce ne sont pas les éléments du général Kanyama qui étaient là, ce sont les éléments de la Lénie, donc de la pire. Ceux qui avaient conduit votre véhicule, c'est eux qui sont responsables de tout ce qui était perdu. Et nous sommes retournés là-bas avec beaucoup de persévérance. Nous avons pu voir un responsable qui nous a conduits jusqu'à voir le numéro 1 de la Lénie. Et nous commencions à faire le pied des grues tous les jours, là-bas pour avoir des nouvelles. Les personnes qui avaient commis les forfaits, quand ils se sont rendus compte de la bêtise qu'ils avaient commise, ils se sont enfuis. Finalement, le numéro 1, comme la presse en a beaucoup parlé, on a alerté les organisations, la presse, tout ça, et ça commençait à faire du bruit à travers le monde. Finalement, il a ordonné qu'on arrête ces gens-là. On avait arrêté 2. Et un jour, on a fait la confrontation avec ces types-là. On lui demande, mais pourquoi vous vous êtes attaqué aux journalistes? Est-ce que
Il y a un colonel qui était là qui lui dit, moi j'étais là ce jour-là, le matin, lorsque le général Kanyama est arrivé avec d'autres responsables de la police. Ils ont dit aux policiers qui étaient en train de faire la sécurité ce jour-là. On vous a donné un téléphone pour que vous signaliez tout mouvement négatif ou tout mouvement suspect qui se passerait là-bas. Et le général Kanyama a insisté, vous a dit, laissez les journalistes faire leur travail. Mais pourquoi vous vous êtes attaqué aux journalistes? Le monsieur répond, voilà, quand cette dame et ce monsieur-là sont descendus pour demander l'autorisation et qu'on ne leur a pas accordé, moi je les ai suivis et j'ai vu dans leur véhicule le caméraman qui était en train de faire des images. Alors on lui demande, mais c'est ça l'infraction, faire des images. Quand le général Kanyama vous dit, laissez les journalistes faire leur travail, faire les images, et puis dans leur véhicule, tu as ouvert la porte, tu es entré, c'est une infraction. Tu as violé leur véhicule, tu as violé le... Alors on en est là, le monsieur est en prison. À ce jour, il y a 4 qui sont déjà arrêtés. Bon, la justice est en train de faire son travail. Donc c'est pour vous dire, mes estimés confrères, que voilà, le métier que nous avons choisi, c'est un beau métier, mais qui a beaucoup de risques aussi. C'est un métier qui nous expose aux risques. Ça ne plaît pas toujours à tout le monde, le travail que nous faisons. Et nous sommes vraiment ennemis des forces de l'ordre, de la police. Je crois qu'il y a un grand travail à faire de ce côté-là pour qu'on fasse comprendre à ces gens-là que le journaliste, ce n'est pas l'ennemi de la nation. Ce n'est pas parce qu'il y a un événement qu'il y a un journaliste en train de faire des images ou en train de faire des photos que le pays est vendu, comme on est en train de nous dire que voilà, vous vendez le pays, tout ça. Je ne sais pas s'ils comprennent le travail que nous sommes en train de faire. Voilà un peu le récit que j'avais prévu de faire pour